Alors, bonjour à tous. Effectivement, donc, groupe de travail sur l'ORSA climatique. On va enchaîner là, sur 3 groupes de travail à la suite et j'ai en charge de piloter ce groupe de travail ORSA climatique et je copilote également le groupe de travail communication extra-financière qui, pour certains aspects, est bien relié. Donc pour rappel, donc ce groupe de travail ORSA climatique, c'est un groupe de travail qui a été construit à la base sur la base du groupe de travail changement climatique et qui s'est segmenté pardon, en 2 sous-groupes de travail, un orienté sur l'ORSA climatique dont je vais vous parler et un sur la tarification CatNat dont Joseph vous parlera juste après. Le principe, c'est globalement de réussir donc à coordonner aussi avec le groupe de travail communication extra-financière qui avance et œuvre sur les sujets, notamment risques, à travers la durabilité et les enjeux de communication extra-financière, donc sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le groupe de travail, il a été lancé en mai 2021. Il y a une dizaine de membres, dont à peu près 5 à 6 personnes actives. On réalise une réunion par mois et au final, ce sous-groupe de travail a été construit parce qu'il y a une actualité particulièrement riche qui jalonne donc notre activité et dont je vais vous parler par la suite à travers beaucoup d'éléments sur les IOPA et des informations sur l'intégration du risque climatique dans le cadre de l'ORSA. Si on passe à la slide suivante, on s'est fixé pour objectif de suivre et d'analyser les textes réglementaires autour du sujet de l'ORSA et de l'intégration du risque climatique, de répondre aux consultations, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait en début d'année, de contribuer à la construction de méthodologies qui puissent être aussi concrètes que possible, parce que ce qu'on réalise, c'est qu'il y a une importance d'intégrer ce risque climatique dans l'ORSA et dans l'appropriation des risques futurs, mais qu'évidemment, c'est un risque, même s'il il est connu depuis un certain temps, qui est relativement nouveau dans l'appréhension et dans l'évaluation, notamment sur les 2 aspects, à la fois le risque physique, dont vous avez entendu parler ce matin, mais également sur le risque de transition. Et puis plus globalement, on est aussi un sous-groupe de travail particulièrement convaincu sur ces enjeux-là, sur la nécessité de devoir les intégrer et de les appréhender. Et donc, ce qu'on souhaite finalement, c'est de faciliter les acteurs et les actuaires dans leurs opérations au niveau de l'ORSA pour intégrer ces risques climatiques. Qu'est-ce qu'on a fait depuis donc mai 2021 donc l'EIOPA a rendu une première opinion le 19 avril 2021 sur l'utilisation dans l'ORSA de scénarios matérialisant le risque climatique. On a donc fait une analyse de cette opinion, on en a fait un résumé et on en a présenté les premiers contours lors du webinaire risque climatique du 10 mars dernier. Qui a permis finalement vraiment d'aborder les points majeurs qu'on avait détaillés, nous, en séance. Cette opinion a donné lieu à d'autres travaux de la part de l'EIOPA, et notamment à une consultation qui a été réalisée entre la fin d'année et le début d'année, c'est la slide suivante. Et cette nouvelle consultation a élargi l'intégration du risque climatique en reprenant des éléments sur le sujet de l'intégration de scénarios matérialisant le changement climatique, mais également en intégrant un sujet qui est celui de l'évaluation de la matérialité des risques liés au changement climatique. On a donc fait une analyse complète de ce document et on n'était pas tout seul en fait dans le groupe de travail ORSA. On a voulu faire quelque chose aussi collaboratif et transversal que possible et on a sollicité donc tous les actuaires qui le souhaitaient et notamment ceux des groupes de travail qui paraissaient particulièrement transverses et concernés, le groupe de travail extra-financier et puis le groupe de travail autour de la commission prudentielle puisque c'est des sujets qui concernent Solvabilité 2. On a eu une dizaine de participants. Il faut savoir que c'était une période qui n'était pas forcément évidente, puisqu'en pleine fête de fin d'année. Mais on a quand même réussi à tenir 4 réunions de travail sur lesquelles on a eu des échanges particulièrement riches, à la fois pour élaborer une réponse et à la fois qui ont permis une mise en évidence d'un certain nombre de sujets clés que nous devons continuer de traiter et d'aborder et au maximum de communiquer au sein de l'Institut des actuaires. Et donc, les next steps et la suite de ce groupe de travailleurs ORSA climatique, c'est déjà pour rappeler qu'on est bien dans un contexte de réglementation qui est en cours de construction. Donc, on a un rôle majeur à jouer pour pouvoir apporter des idées et éventuellement des facilitations d'application de cette intégration climatique dans l'ORSA. Beaucoup de sujets sont finalement à développer. Donc sans les détailler ici, il y a un gros sujet qui concerne l'horizon de temps et qui a été évidemment relevé à travers l'EIOPA lors de sa dernière consultation.
sur le fait que si on prend un business time horizon, on va plutôt être autour de 10 ans pour être sur du court moyen terme. Par contre, ce fameux 10 ans, il va plus être sur du court terme d'un point de vue changement climatique. Et bien évidemment, le long terme du changement climatique va plus être autour de 30 à 50 ans, ce qui est bien trop loin finalement par rapport à une vision business plan qu'on peut élaborer dans le cadre d'un ORSA. Donc il y a tout ce sujet d'intégration de cet horizon de temps, plus globalement de l'intégration des sujets climatiques dans l'ORSA. Au-delà de l'horizon de temps, c'est comment est-ce que ces changements climatiques doivent influencer sur le processus ORSA, au niveau de la cartographie des risques, au niveau de la matérialité des risques évidemment, au niveau des scénarios qui sont envisagés et également au niveau de l'évolution du business plan, puisque si le changement climatique concerne potentiellement les actifs, il concerne évidemment le passif, et donc dans quelle mesure le business plan et l'évolution aussi des produits doivent évoluer et être intégrés dans un cadre ORSA. Et puis enfin, donc les deux sujets principaux d'un point de vue plus de méthodologie et de quantification vont autour de comment est-ce qu'on évalue la matérialité d'un risque et puis comment est-ce qu'on élabore des scénarios climatiques et on les intègre pour en avoir une évaluation dans le cadre de l'ORSA. Les next steps plus précises, il y a un exercice pilote ORSA qui doit être mené par les IOPA normalement de mars à juin. Donc on arrive fin mars, on attend encore les contours de cet exercice pilote. Toujours est-il que, évidemment, dans le cadre du groupe de travail, on va y participer. Et l'objet, c'est que nous sommes un petit groupe, mais si tous ces sujets de changement climatique vous intéressent ou vous challenge d'une certaine manière pour savoir comment les appréhender, les intégrer, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous serons avec plaisir pour être plus nombreux pour traiter de tous ces sujets qui sont à fort enjeu. Je te laisse la main, Joseph. Oui, merci Anne-Sophie. Donc, Joseph Delavoye, donc j'anime actuellement le sous-groupe de travail sur changement climatique, tarification et modèles. D'ailleurs, il y a une petite typo, c'est modèle CatNat sous l'intitulé. Désolé. On va vous présenter aujourd'hui les principaux sujets traités dans ce sous-groupe du travail et on va dire les enjeux à venir. Concernant le sous-groupe de travail, actuellement, on est une petite équipe avec 6 membres actifs on va dire, qui interviennent sur les travaux, donc principalement 5 en non-vie et une personne en vie et un animateur, donc moi-même. Donc, il y a de la place sur la partie vie et comme on le voit, il y a de plus en plus de sujets qui pourraient être impactants sur la partie climat, tarification, modèle en vie. Il y a des mémoires d'actuariat qui commencent à sortir sur le sujet et on l'a vu lors du précédent exercice de stress test de la CPR, il y avait un volet vie. Donc, c'est quand même c'est pas qu'un sujet de non-vie, il y a une dominante non-vie, mais c'est aussi un sujet qui peut impacter la vie. Dans le groupe actuel, on a différentes expertises en combinaison, donc des personnes qui sont plutôt sur la partie tarification, des personnes qui travaillent dans des agences de modélisation bien connues au niveau des CatNat. Donc, c'est les 3 ou 4 principaux modèles qui sont utilisés, on va dire, par les acteurs du marché. On se réunit une fois par mois, on va dire en période de BAU, de business as usual. De la même manière que pour le SGT ORSA, on a aussi répondu à un exercice pilote. Et là, on a essayé de se réunir un peu plus souvent pour justement traiter un sujet qui nécessitait un peu plus de travail. Au cours de ces réunions, on traite principalement de l'actualité réglementaire. Donc, il faut savoir, c'est que sur le climat, sur la partie, pas principalement sur la partie tarification, mais au global sur ces sujets, il y a énormément de publications. Les IOPA, l'année dernière, on a sorti 5 ou 6 avec des consultations, comme l'a mentionné Anne-Sophie, des exercices pilotes, donc c'est assez riche. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est on prend les références de ces publications de la CPR et de la IOPA et essayer d'aller creuser dans les articles qui sont proposés et voir si proposer des synthèses et voir si on peut trouver des pistes pour échanger et donc en profiter aussi pour améliorer notre expertise. Au cours de ces réponses de consultation, on essaye aussi d'enrichir en termes de contenu ce que peut produire le sous-groupe de travail, donc via des notes,
et potentiellement des webinaires. On ne l'a pas encore fait sur la partie tarification modèle, mais j'y reviendrai à la fin, ça peut être fait bientôt. Donc, en page suivante, on a essayé de bien, on va dire, cadrer l'activité du sous-groupe de travail, donc principalement sur les sinistres et donc sur les impacts des événements naturels dans le contexte en France du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, donc le régime de 1982. On essaye aussi de voir l'évolution des potentielles réformes de ce régime. Donc, la dernière réforme date de décembre 2021, qui portait principalement sur des sujets sur la partie délai d'indemnisation, sur les frais de relogement d'urgence et sur, par exemple, la transparence sur ce régime. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des députés qui sont qui parlent énormément sur ce sujet. Et potentiellement, il pourrait y avoir des réformes, notamment il y a des discussions, ça, vous avez dû le voir si vous suivez, par exemple, la règle de l'assurance, par exemple, une potentielle réforme sur la démutualisation du risque de sécheresse dans le futur pour avoir on va dire, un régime propre sur la partie sécheresse. Pourquoi? Parce que on va dire dans tous les livres blancs, dans toutes les projections de pertes à horizon 30 ans, on voit que le risque de sécheresse est celui on va dire, qui augmente le plus, que ce soit principalement en fréquence, mais ça pourrait être aussi en sévérité. Voilà. Donc en page suivante, on a au-delà on va dire, du scope, et on a essayé un peu de résumer les enjeux clés sur cette partie tarification modèle. Donc, les impacts sur la tarification, comme je l'ai mentionné, c'est principalement, on va dire, à court, moyen terme. On voit déjà des effets court terme, hein, mais donc, c'est de l'augmentation de la sinistralité, que ce soit en fréquence ou en sévérité, qui pourrait entraîner potentiellement une augmentation des tarifs avec le cadre YARD qui est celui des renouvellements annuels. Donc, il y a toujours cet aspect de flexibilité. Donc, ça a été mentionné, donc je l'ai mis en sous-note. Donc, il y avait eu une opinion, un article de l'EIOPA, enfin, ce n'est pas un article, c'est une publication de l'EIOPA sur le sujet qui mentionnait notamment la problématique progressive au niveau de l'UE, hein, parce que donc, au niveau de l'EIOPA, il ne traite pas du cas particulier de la France, au niveau de l'UE sur l'inassurabilité. Donc, ça a été un point qu'on a abordé dans le sous-groupe de travail. Le deuxième volet qui est aussi traité dans ces publications de l'EIOPA, c'est les mesures d'adaptation. Et on l'a vu dans l'exercice pilote qui a été proposé en décembre, j'y reviendrai après. Les mesures d'adaptation sont au centre en fait, du traitement, et on va dire de l'atténuation des effets de la potentielle inassurabilité si les sinistres deviennent trop fréquents ou trop intenses. Donc l'EIOPA a mentionné donc, des pistes sur les mesures d'adaptation et a aussi introduit un concept de souscription impactante, ou en anglais impact underwriting, qui contient plein d'aspects en fait, intéressants, innovants, mais parfois un peu inapplicables en pratique. Par exemple, de mettre fin au renouvellement annuel en yard et avoir des renouvellements long terme, donc en enlevant la flexibilité pour l'assureur et l'assuré. Donc ça a des impacts. Il y a des articles qui ont traité du sujet, donc c'est assez intéressant, même si c'est un peu conceptuel. Ensuite, le troisième point, c'est l'impact sur les modèles CatNat, et en sous-jacent l'impact sur les exigences en capital via le SCR, donc la forme standard, le SCR CatNat. Donc ça a été traité aussi dans une publication de l'EIOPA sur l'intégration du changement climatique dans les SCR. Ça passait par plusieurs volets, l'aspect recalibration des modèles CatNat, avec une fréquence, ils proposaient 3 à 5 ans, donc ça c'était dans les discussions avec les personnes qui répondaient à la consultation. La revue des inputs qui est clé pour ces modèles, la transparence des modèles, donc ça c'est un peu plus compliqué parce que ce sont des modèles, la plupart sont des modèles avec des licences, donc en termes de transparence c'est difficile. Et l'exhaustivité des périls pris en compte, parce qu'actuellement il y a certains périls, certains risques qui ne sont pas pris en compte dans les modèles, ou qui sont pris en compte récemment, par exemple les feux de forêt ou la sécheresse, qui sont des modèles récents et donc qui nécessitent un peu on va dire, une période d'adaptation. Donc là, j'ai résumé les enjeux. Donc, en page suivante, on a voulu faire une petite synthèse, comme Anne-Sophie l'a fait sur l'ORSA, de notre participation à l'exercice pilote sur les mesures, sur le changement climatique, l'adaptation et la souscription non-vie et en tarification. Il y avait on va dire, 4 parties distinctes, dans la partie influence du changement climatique sur les expositions.
Donc ça, c'était un questionnaire qui était, on va dire, un peu plus simple parce qu'il y a des choses qui sont assez… quand on a des personnes qui ont de l'expertise souscription, les réponses viennent facilement. Ensuite, il y avait une partie un peu plus difficile qui est sur l'intégration des mesures d'adaptation liées au climat dans les produits d'assurance non-vie. Donc là, on est quand même à un niveau assez… on est au début de ces discussions. Il y a tous les sujets de Build Back Better, donc la reconstruction en améliorant ou en adaptant par rapport au changement climatique. Ça, c'est des sujets qui sont encore, on va dire, à un niveau un peu initial. L'impact de ces mesures sur la souscription, donc principalement l'impact sur les niveaux de tarification. Donc ça, c'est un sujet assez touchy. Hein. Donc, l'EIOPA a mis les pieds dans le plat dans ce questionnaire, mais bon, c'était difficile pour nous en tant que voilà, au niveau de l'IA de répondre. C'est pour ça que je passe au dernier bullet de cette slide. Donc, on va essayer de partager un questionnaire pour l'IA, justement pour balayer un peu tous ces sujets traités dans cet exercice pilote. Cette fois-ci, dans un cadre plus large, via un questionnaire à tous les membres et potentiellement en profiter pour organiser un webinaire ou rédiger une note donc pour restituer un peu les résultats de ce questionnaire. Donc, en conclusion, dans la page suivante, donc en termes de prochaines étapes, on va continuer cette veille réglementaire. S'il y a d'autres consultations réglementaires qui viennent, on va les prendre et voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut synthétiser ou potentiellement répondre si c'est des consultations. Et aussi, c'est assez important, on voit qu'on se concentre beaucoup sur EIOPA CPR, mais il y a d'autres organismes qui communiquent beaucoup sur l'intégration du changement climatique, notamment avec le positionnement des actuaires dans tout ce monde-là. Donc, là, on essaye aussi de suivre les publications d'autres des autres organismes, le SOE, l'IFOE, l'IA, tout ça. Donc, on essaye de voir ce qui est fait. Et donc, comme indiqué, en termes de pistes d'amélioration, donc, il y a le positionnement des actuaires face au changement climatique, souscription de tarification, la définition des bonnes pratiques qui sont encore émergentes, et voilà, essayer d'aider les assureurs à répondre à cette intégration de changement climatique sur ces sujets. Donc, c'est un sous-groupe de travail dans lequel il y a énormément de sujets qui gravitent. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours revenir vers nous. Et participer. C'est assez ouvert et on aime bien le challenge et on va dire les nouvelles expertises. Donc, je passe la main à Louis-Stéphane sur un autre sujet. Merci Joseph. Donc, je suis Louis-Stéphane Nobelovas, pilote du groupe de travail provisionnement de non-vie. Donc, le groupe de travail provisionnement de non-vie contient une quarantaine de membres, dont une vingtaine de membres actifs. Et il a été splitté en deux sous-groupes. Donc, il y a deux responsables, donc moi et Radissal. Dans les membres présents, on a donc différents profils, donc des consultants, des responsables de département actuariat, des chargés de provisionnement, que ce soit en compagnie d'assurance, en réassurance ou dans les mutuelles. Donc, on a une bonne palette d'expertise. Et comme tous les autres groupes, on se réunit à peu près une fois par mois, en format virtuel. Donc, le groupe il a été scindé en deux sous-groupes pour traiter deux problématiques différentes. Donc, d'une part, donc, consolider en fait, les bases du provisionnement dans le groupe guide de provisionnement non-vie. Donc, l'objectif, c'est de rédiger un guide de bonne pratique pour le provisionnement non-vie. Et un deuxième sous-groupe qui est le provisionnement innovant ou les nouvelles technologies, donc voir l'apport des méthodes émergentes sur le provisionnement. On a aussi mis en place cette année le principe de relecteur pour pouvoir en fait rendre les sujets accessibles au plus grand nombre. Donc l'objectif en fait c'est pas forcément de participer au livrable, mais d'apporter une seconde opinion sur les travaux. Donc ça se reflète de façon différente dans les deux sous-groupes. Dans le guide de provisionnement non-vie, ça va vraiment être une relecture sur le guide en direct. Mais sur le provisionnement innovant, ça va plus être, on va dire, un challenge sur les approches qu'on va développer. Et donc, ça permet en fait à tout type de personnes de rejoindre les sous-groupes, donc notamment les personnes qui n'ont pas forcément d'expérience sur les sujets développés. Donc, pour le guide de provisionnement, l'objectif, comme j'ai dit, c'est de construire un guide de bonne pratique qui se base sur en fait les comptes statutaires, comme à l'instar en fait du
du guide Bell non-vie qui a été publié en 2016. On se concentre pas sur IFRS 17 puisqu'il y a déjà des groupes de travail au sein de l'Institut qui gèrent cette partie. Et l'objectif, c'est d'avoir en fait une vraie partie opérationnelle. Donc, vraiment qu'on puisse se poser la question, si un acteur veut fait du provisionnement, qu'il puisse se lire et se dire, voilà ce que je peux utiliser, voilà ce que je peux mettre en place dans mes travaux. Donc, le guide, il est structuré en 5 parties. Donc, d'abord, des généralités sur les méthodes de provisionnement. Donc, on présente les méthodes les plus utilisées sur le marché. Ensuite, on présente des orientations sur la maille de calcul, notamment pour certains groupes, le calcul de S2 et Solvité 1 est fait par la même équipe. Donc, on présente des astuces pour pouvoir gérer le calcul des provisions multinormes et aussi la gestion des sinistres graves. Ensuite, on passe sur la suggestion de méthodes pour les branches. Donc, l'objectif, c'est de se dire si je dois provisionner une branche, donc je dois faire attention à tel type de données, telle réglementation, je peux appliquer telle approche. Ensuite, on présente un cas pratique qui synthétise un peu tout ce qui a été présenté précédemment. Et enfin, on fait un rappel sur la qualité des données qui devient de plus en plus important dans le suivi opérationnel. Donc, pour l'instant, nous avons travaillé en fait sur une grande partie des risques. Donc, on a développé tout ce qui est auto, matériel, corporel, le dommage au bien, la CatNat et RC général. Ce qu'on souhaite développer encore pour la livraison qu'on souhaite faire en septembre, c'est les risques de protection juridique, RC médical, crédit caution, marine, transport et aviation, le dommage corporel individuel, l'emprunteur et également la problématique de provisionnement pour les nouveaux portefeuilles faibles historiques lorsqu'on n'a pas beaucoup de données. Concernant le provisionnement innovant, donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui font évoluer les méthodes de provisionnement non-vie et que certains acteurs du marché ont commencé à développer de nouvelles approches. On a aujourd'hui des mémoires qui sont faits sur de nouvelles méthodes. On aura tout à l'heure une présentation sur le machine learning. Et l'objectif de ce sous-groupe, c'est de regrouper les différentes méthodes les plus abouties et de regarder quelles approches peuvent être pertinentes et quelles sont les limites de ces approches qui sont maintenant développées sur le marché. Pour cela, on s'est basé en fait sur 3 axes de développement, donc 3 problématiques. Donc, le provisionnement climatique, pour lequel on cherche à voir quelle sera l'évolution de la sinistralité suite au changement climatique, mais également l'évolution des méthodes de provisionnement pour pallier en fait à cela. Ensuite, il y a le provisionnement individuel. Donc, ici, on va plus se concentrer sur des approches par machine learning, mais on va aussi se concentrer sur des approches autres que sur celles de calcul des IBNR. Un sujet qu'on développe actuellement, c'est par exemple le calcul des provisions dossier-dossier pour la RC corporelle. Et enfin, l'open data, on va essayer de voir l'apport de l'open data dans le provisionnement. Donc, ce qu'on remarque, c'est que ces 3 problématiques se croisent un peu. Et c'est en fait là où le principe de relecteur pense ensemble dans ce sous-groupe, puisqu'on a des membres qui sont contributeurs sur une problématique et relecteurs sur une autre. Et en fait, ça va permettre d'uniformiser la démarche, mais également en fait de voir où est-ce que certaines problématiques se chevauchent. Donc, pour le provisionnement innovant, on vient de débuter en fait les travaux. Donc, on a commencé début 2022. Donc, on vient de poser les problématiques et de lancer les travaux. Donc, n'hésitez pas
à nous rejoindre si jamais vous êtes intéressé par l'un de ces sujets. Merci beaucoup. Très bien, ben, merci beaucoup pour ces présentations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, en fait, l'objectif de nos groupes de travail, d'une manière générale, c'est de donner de la visibilité à l'Institut des actuaires, notamment dans le cadre des consultations de marché. Et c'est aussi de fournir des livrables à destination de la communauté des actuaires, parce qu'on n'a pas tous le temps d'étudier en détail ce type de sujet. Et comme vous pouvez le constater, ce sont sur des sujets relativement innovants et d'actualité. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre ces groupes. Le seul point d'attention, c'est que ce sont des groupes de travail, donc il faut apporter sa contribution, ce ne sont pas des groupes d'information. Voilà. Écoutez, alors donc on a réussi à tenir le timing. Je vous en remercie tous. Il y a une petite question. Alors, excusez-moi, je ne la vois pas très bien. Est-ce que la dimension consommation d'énergie est prise en compte dans l'introduction de méthodes utilisant le machine learning? Oui. Alors, je ne sais pas si quelqu'un souhaite y répondre. Je pense que c'est pour moi. Oui, alors merci pour la question. Donc, quand on se pose la question sur l'apport en fait d'utiliser ces méthodes, donc bien évidemment, on se demande si dans un process de provisionnement, c'est utile si, par exemple, si on a un modèle qui prend une journée pour tourner, et ben à ce moment-là, on va plutôt repartir sur des méthodes classiques sur lesquelles on a plus la main. En termes de consommation d'énergie, si je comprends bien, c'est est-ce que c'est en consommation d'énergie humaine, donc mobiliser des équipes, ou est-ce que c'est en termes de consommation d'énergie, donc vraiment électrique? Mais si c'est vraiment en termes de consommation d'énergie humaine, non, EDF. Alors ça, c'est pas un sujet qu'on a pour l'instant développé, mais on prend note et ça pourrait être intéressant de regarder effectivement si ça coûte effectivement plus cher ou si ça ne respecte pas certains engagements climatiques de la compagnie de mettre en place ce genre de méthode. Ça peut être intéressant à développer. Alors, c'est une question qui pourra être adressée aussi à la table ronde qui va suivre, puisqu'elle est sur le machine learning, et c'est effectivement une question très intéressante. Donc, je vous propose de faire une petite pause. Attendez, je vérifie qu'il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas d'autres questions.